La Terre s'est formée il y a plus de 4 milliards 500 millions d'années. Mais à cause des mouvements de la croûte terrestre et de l'érosion, des processus très dynamiques, nous ne savions pas exactement de quoi était faite la surface de notre planète lorsqu'elle était encore très jeune. Mais dernièrement, un chercheur de l'Université McGill à Montréal a découvert dans le nord du Québec les roches les plus anciennes jamais mises au jour. Des roches qui pourraient nous aider à lever le voile sur les mystères de la jeune Terre. Elles sont les témoins silencieux des débuts de la Terre. Certaines ont vécu les bouleversements intenses qui ont façonné notre planète. Elles portent l'empreinte de ces grands événements. Leur secret, gardé depuis des milliards d'années, commence peu à peu à être percé. Les roches, pour nous, c'est en fait un enregistrement. On peut, dans les roches, comprendre comment la nature s'est formée, en fait. Que ce soit les volcans, que ce soit le climat, que ce soit n'importe quoi. On a un outil incroyable pour pouvoir comprendre comment la nature s'est formée. Jonathan O'Neill complète son doctorat en géologie à l'Université McGill. Il vient de découvrir au Nouveau-Québec les plus vieilles roches jamais répertoriées sur Terre. Elles ont 4 milliards 280 millions d'années. Publiée dans la revue Science, la nouvelle a fait le tour du monde. Donc, ça a été assez mouvementé, tiré d'entrevues de partout dans le monde. Les gens voulaient voir les roches, voulaient avoir des photos, voulaient en entendre parler. Ils sont rares les endroits où on retrouve des roches anciennes. Dans les territoires du Nord-Ouest, il y a les gneiss d'Akasta qui datent de 4 milliards d'années. Au Groenland, la ceinture d'Issois date de 3,8 milliards d'années. La ceinture de roches vertes de Nuvvuagittuq s'ajoute maintenant aux quelques terrains de jeu des géologues. Ces endroits-là, c'est vraiment ces endroits primaires ou précoces-là de la Terre, on n'en a presque pas. Donc, on est contraint à travailler avec ces petits morceaux de terre qui ont été préservés. Jonathan O'Neill connaissait déjà la région située à 40 km au sud d'Inukjuak. En 2003, des géologues y avaient daté des roches à 3,8 milliards d'années. Le secteur fait à peine 10 km². Il est composé de roches volcaniques et sédimentaires. Le jeune chercheur s'y rend plusieurs étés de suite en compagnie de son directeur de thèse, le géologue Don Francis. C'est un peu un paysage désolé, mais c'est magnifique en même temps. On a de la roche à perte de vue avec quelques buissons, l'océan juste à côté, la baie du Tusson, les outardes. On voit que l'aspect des roches est un peu différent, un peu inhabituel, mais on n'a absolument aucune idée de l'âge de ces roches-là. À son retour, il s'affaire à analyser les roches. Pour la datation, on se sert normalement d'un signal radioactif émis par le zircon présent dans les vieilles roches. Des quantités infimes ont été trouvées, mais pas assez pour une datation précise. On les a cherchés, on n'en trouve pas. On cherche encore d'ailleurs parce qu'on aimerait avoir une confirmation avec un âge de zircon. Donc maintenant, on doit se poser des questions. Quels sont les autres outils qu'on peut utiliser? Et puis c'est là qu'on utilise en fait la géochimie isotopique. On utilise des chronomètres, d'autres types de chronomètres pour arriver à ces dates-là. Jonathan O'Neill tente l'expérience dans les laboratoires du Géotope des universités du Québec à Montréal et McGill. Cet autre chronomètre se base sur le même principe de radioactivité, mais en analysant la dégradation d'un autre élément radioactif, le samarium, en néodyme. La roche, réduite en fine poudre, est dissoute avec plusieurs acides pour mettre les éléments en solution. Il isole ensuite l'isotope de néodyme recherché. Mais pour mesurer la quantité de néodyme restant dans la roche et pouvoir ainsi calculer son âge, le chercheur doit se tourner vers les États-Unis. Le Carnegie Institution à Washington possède l'un des plus puissants spectromètres du monde. À la demande du jeune géologue québécois, Richard Carlson, expert en datation isotopique, appliquera pour la première fois
cette méthode de datation néodyme-samarium sur des roches terrestres. Après des semaines d'analyse, les résultats apparaissent. Jonathan O'Neill n'en croit pas ses yeux. Donc, on regarde nos résultats, on n'y croit pas. On regarde plus en détail, on refait l'analyse une deuxième fois, ça nous donne la même chose. Une troisième fois, ça nous donne la même chose. On dit, bon, on va analyser plus de roches. Et puis, cette signature isotopique-là revient constamment et constamment et constamment. Et donc, on commence à y croire. Et puis, en faisant les calculs, en faisant l'interprétation de nos résultats, bien, l'hypothèse à laquelle on arrive, ou si vous voulez, l'interprétation finale à laquelle on arrive, bien, ces roches-là doivent s'être formées il y a près de 4,3 milliards d'années. La Terre aurait près de 4 milliards 600 millions d'années. Au début, elle est une boule homogène. Le gaz se dégage pour former l'atmosphère primitive. Le fer se condense et migre vers le centre pour former le noyau. Ce phénomène se serait produit très tôt dans l'histoire de la Terre. Mais le processus de différenciation du manteau et de la formation de la croûte terrestre demeure méconnu. Le grand intérêt provoqué par la découverte de ces vieilles roches provient du fait qu'elles se seraient formées aussitôt que 300 millions d'années après la naissance de la Terre. Déjà là, à l'heure actuelle, on pense qu'il y avait déjà une atmosphère qui était différente d'aujourd'hui, mais une atmosphère, un océan très tôt dans l'histoire de la Terre. Mais il manque encore beaucoup d'informations, on a encore beaucoup de trous, on a encore besoin de trouver plusieurs pièces du casse-tête, mais c'est le but, en fait, d'étudier ces vieilles roches-là. De la ceinture de Nuvvuagittuq, Jonathan O'Neill ramène aussi cette roche particulière. Elle contient peut-être les secrets de la vie. En fait, c'est des rubans qu'on voit ici. C'est des oxydes de fer, donc tous les rubannements qui sont foncés, c'est la précipitation d'oxyde de fer dans l'océan qui maintenant peuvent nous donner des indications sur comment était l'atmosphère à ce moment-là. C'est des minéraux qui précipitent dans un océan, donc on parle d'un océan déjà là à 4,28 milliards d'années, et possiblement sous l'action de bactéries. Donc on aurait peut-être, je dis bien peut-être, enregistré déjà là à 4,28 milliards d'années les premières traces de vie sur la Terre. Il reste aux géologues à décoder les signaux gravés dans ces roches. Quelle était la composition de la première croûte terrestre, de la première atmosphère? Jonathan, La journée de notre tournage, Jonathan O'Neill n'avait pas encore reçu la copie papier de son article publié dans Science. Oh, mon Dieu! C'est en fait l'exemplaire de la revue Science. Je pensais même pas qu'elle était disponible à l'heure actuelle. Ça vient tout juste d'être publié, en fait. On pensait que ça vous ferait plaisir de l'avoir. Oui, c'est toujours bien de l'avoir concrètement, vraiment. Avec les efforts qu'on met, c'est bien d'avoir la preuve concrète. Les résultats qui sont dans cette revue-là, c'est un bon 6 à 8 mois qu'on travaille spécifiquement sur ces roches-là avec ce type d'analyse-là. Jonathan O'Neill va maintenant poursuivre ses études postdoctorales à Washington. Ce qu'on fait, nos recherches, c'est vraiment de la recherche fondamentale. On se demande si les gens comprennent bien et voient l'importance de ces recherches-là. Et quand on voit, en fait, que le public ou que les médias ont un intérêt aussi grand, on se rend compte que peut-être ce qu'on fait, en fait, a de l'importance, pas seulement à nos yeux scientifiques, mais aux yeux de la population.